Bonjour et bienvenue dans Point de Vue. Et à la une ce soir, 3 candidats et un favori à la présidence de LR, Laurent Wauquiez, déjà en campagne, avec une question: fait-il de la surenchère à droite ? On parlera également de cette campagne « Un petit sucre pour papy ou pour mamie ». C'est une proposition, elle est indécente. De l'argent contre des faveurs à une personne plus âgée, c'est ce que propose un site internet à des étudiants et étudiantes fauchés. Plainte en cascade, mais la justice est impuissante. Faut-il détruire la croix de Plohermel? Elle surplombe une statue de Jean-Paul II. Elle indigne les libres penseurs et le Conseil d'État qui somme la commune bretonne de la supprimer dans les 6 prochains mois. On ira enfin à Washington, pas sûr qu'on en sache un peu plus sur l'assassinat de Kennedy, mais on en saura peut-être un peu plus dans le match, ou plutôt dans le bras de fer qui oppose Donald Trump à la CIA. On posera en tout cas la question à nos invités, et en particulier à la nouvelle venue, Carole Barjon. Bonjour, bienvenue. Bonjour. On est heureux de vous avoir. Vous êtes rédactrice en chef à l'Obs, avec en une cette semaine la sélection à l'université, la fin d'un tabou, chose promise, chose due. Un sondage annoncé ici même par Sylvain Courage la semaine dernière. 65% des Français sont favorables à la sélection à l'université. À noter que vous êtes également l'auteur de Mais qui sont les assassins de l'école. Sûrement pas Olivier de Yamel, président de la Fondation nationale de sciences politiques. Transition réussie, et auteur d'un livre réussi aussi, dans lequel on puisera d'ailleurs une partie du débat ce soir, Macron, et en même temps, c'est aux éditions Plomb. On reviendra aussi sur un autre livre, Réformer, quel discours pour convaincre. Il est écrit par un historien, Christophe Devogue, qui est spécialiste de la rhétorique et d'idées politiques. Vous êtes également prof à Sciences Po Menton, avec nous. Enfin, Alexis Brézé, directeur des rédactions du Figaro. Bonsoir. Bonsoir, Alexis. On va parler de tous les thèmes qu'on a évoqués, mais on va d'abord aller à Barcelone. Carles Puigdemont, qui est le président de la Généralité de Catalogne, vient de s'exprimer. Il vient d'annoncer 2 choses, ou bien il vient de refuser d'annoncer 2 choses. Il refuse de convoquer des élections anticipées, c'est ce que demandait le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy. Et Carles Puigdemont, autre chose importante, n'appelle pas, dans cette allocation qui a duré un peu moins d'une dizaine de minutes, à l'indépendance. Il laisse en clair le déclenchement à Madrid, le soin de déclencher l'article 155, qui est la mise sous tutelle de la Catalogne. Alexis, un commentaire? C'est frappant de voir que, en fait, depuis au moins 3 semaines, je n'ai plus exactement les dates, c'est toujours le même scénario qui, intervention après intervention, se reproduit. À chaque fois, Puigdemont a le choix entre, en gros, on arrête ou on franchit le pas. À chaque fois, il hésite. Et des rumeurs disent il va dire qu'il arrête. Et là, c'était les élections anticipées, puisque les élections anticipées, c'était un moyen de reculer, de donner raison à Madrid. Ou bien il ne franchit pas de l'indépendance, il proclame l'indépendance. Et puis, au dernier moment, il choisit de ne rien dire. C'est la 3e fois que ça se passe. Cette conférence de presse, on nous l'a annoncé, on nous a dit à 17h30, il va se décider. Puis on nous dit non, à 13h30, il va annoncer qu'il y a des élections. Il y avait même la date des élections, ça devait être le 20 décembre. Et puis finalement, il fait un communiqué pour dire « je ne décide rien, c'est demain Rajoy qui décidera ». On dit « c'est très malin », il repousse la balle dans le camp de Rajoy. Mais Rajoy, depuis le début, à chaque fois, il fait la même chose, chaque fois, il franchit un cran de plus. Et moi, je pense que demain, il va déclencher l'article 155. Et c'est une bonne chose, Christophe Devogue? Qu'il déclenche, moi je pense que la solution des élections anticipées avait beaucoup d'avantages, parce qu'elle remettait la balle au centre, c'est-à-dire dans la démocratie. Et c'était à mon avis la seule solution, à la fois constitutionnelle, politiquement claire, et finalement qui arbitrait de façon la plus normale possible. Et j'avoue que j'ai un peu de mal, enfin j'ai pas de mal à comprendre, parce qu'on voit très bien pourquoi, ce refus de sortir par le haut. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont sûrs de les perdre, ces élections. Les indépendantistes. Et ce n'est pas le signe de quelqu'un qui a un fin politique pour vous? Là, je rejoins un petit peu Alexis Brézé. Moi, je ne vois pas. Il est l'otage de 2 camps. Il est au milieu de 2 camps. Il y a des durs qui sont des gauchistes, qui, eux, sont à fond pour l'indépendance. Et il y a une sorte de centre droit indépendantisme, enfin, qui est attaché aux affaires, à l'économie, etc. Et qui ne veut pas, maintenant, qui a trop peur de la sortie de l'euro, qui veut plus d'indépendance. Donc il est au milieu de ces 2 camps, et à chaque fois, il ne choisit pas. Il n'est pas courageux, Olivier? Il est coincé. Non, mais je pense que le calcul, c'est quand même... L'article 155 n'empêche pas les élections. Simplement, c'est Madrid qui peut imposer les élections. Et il se dit qu'il a plus de chances de moins les perdre si elles sont imposées par Madrid. C'est-à-dire que la seule carte qu'il ait... Il faut bien voir que ce référendum,
est assez largement un échec, parce qu'il y a quand même 60% des Catalans qui n'ont pas dit oui à l'indépendance, qui ne sont pas allés voter ou qui sont allés voter non. Oui, mais il y a 80% des Catalans qui soutenaient l'idée d'un référendum, et le référendum, 90% des personnes ont dit oui à l'indépendance. Je répète peut-être, mais il y a 60% des Catalans qui ne sont pas allés voter pour l'indépendance, ce qui est, dans un contexte de confrontation avec le pouvoir central, le signe que l'idée de l'indépendance est aujourd'hui en Catalogne minoritaire. Donc par rapport à ça, la seule carte qui soit bonne pour lui, c'est quand le pouvoir central se durcit. Ça a été quand ils ont été trop répressifs le premier week-end. Et c'est maintenant, si les élections sont des élections imposées par Madrid, on pourra dire, voilà, c'est eux qui décident à notre place. Et donc, c'est la seule façon de limiter la casse après un référendum perdu. Si on voit ça de loin, moi, je vous dis, au risque de continuer à avoir votre arithmétique en objection, que fondamentalement, c'est un référendum perdu. Les référendums gagnés sont sur des questions, celles-là, comme celle-ci, décisives, sont des référendums à forte participation et fort résultat. Là, c'est fort résultat, mais très faible participation. Donc, une fois qu'on a perdu le référendum, ça devient très difficile de trouver des sorties de secours qui vous fassent pas, qui vous déshabillent pas intégralement. Et donc, renvoyer la balle à chaque fois sur Madrid. Il a raison, Alexis. C'est vrai qu'il le fait à chaque fois, mais c'est ce qu'il peut faire de moins mauvais compte tenu de la faiblesse dans laquelle il se trouve. Ça commence à se voir. Oui, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Carole, est-ce que vous rejoignez l'axe Brézetto du MLien? Non, mais je pense que voilà, le problème pour lui, c'est que ça commence à se voir. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il renvoie la patate chaude, si j'ose dire, à Madrid, parce qu'effectivement, il est coincé. Donc, au fond, il décide de ne pas décider. Et c'est jamais une bonne chose. Et le risque qu'il court, en laissant Madrid décider chaque fois, c'est d'avoir l'air d'être un homme qui ne prend pas, au fond, ses responsabilités. Enfin, juste encore un mot. Quand même, fondamentalement, c'est une non-décision qui penche d'un côté plus que de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un référendum dont il nous a dit le soir même que c'était une décision claire pour l'indépendance, et l'indépendance, il ne cesse de ne pas la proclamer. Donc en vérité, c'est une marche arrière. Juste une dernière question, Carole, pour faire transition avec ce qu'on va aborder ensuite. C'est quand même pas plus excitant ce qui se passe en Espagne par rapport à ce qui se passe en France, dans cette espèce on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, tandis qu'en France, on est dans les querelles politiques. Vous voulez que la Bretagne et la Corse... Mais pas Non, vous préférez... Mais il y a, en décembre, il y a une consultation en Corse, je ne me trompe pas. Et il va y avoir la Calédonie aussi bientôt. Vous auriez envie en France qu'il y ait conflictualité maximum, je pose la question. Bordel généralisé, indécision... Ça fait des nouvelles. Juste parce que voilà, ça vous exciterait. Voilà. Si c'est juste pour que les journalistes aient à manger, si j'ose dire, ça, c'est pas une bonne raison. Vous avez voulu, eh bien vous l'aurez. On se plonge dans les délices de la politique française. L'info de l'après-midi, c'est 3 candidats à la présidence de LR. C'est officiel. Daniel Fasquelle est exclu de la course faute de parrainage suffisant, à l'inverse de Florence Portelli, Maël De Calan et, bien sûr, Laurent Wauquiez. Alors, Laurent Wauquiez n'a pas attendu l'officialisation des instances des Républicains. Encore hier soir, il était en campagne à Mandelieu-la-Napoule et il a multiplié les déclarations à tout le moins fortes, notamment celles sur les allocations familiales. On l'écoute. Je n'accepterai jamais que l'on vienne contester les droits sociaux de familles françaises quand l'on offre dans le même temps l'accès à notre sécurité sociale à des étrangers qui n'ont même jamais cotisé en France par le fruit de leur travail. Olivier Duhamel, c'est la ligne Buisson ? Pas très loin, oui, pas très loin. Avec ce raisonnement, alors là pour le coup très brésétien, Alexis Brézétien, qui consiste à dire, 1, il est indispensable pour la droite de reconquérir un soutien dans les catégories populaires. 2, c'est par la voie d'une ligne, même s'il n'emploierait pas ces mots, identitaire, qu'on peut convaincre les catégories populaires. C'est pas exclu que ce soit politiquement payant. Ça pose quand même quelques problèmes, ne serait-ce que sur le maintien d'une véritable unité de la droite française, parce qu'il y a quand même toute une partie de la droite qui rejette absolument cette ligne-là.
Alexis Brézé, la parole est à la défense. Non, je ne me défends pas. Olivier a parfaitement résumé ma position. Il a dit que ça pouvait marcher, donc qu'est-ce que je peux dire de plus? Non, mais ce n'est pas non plus une immense surprise que Laurent Wauquiez, qui est candidat à la présidence du parti de la droite, fasse une campagne à droite. Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse d'autre? Il va pas. Donc, il n'a évidemment pas le choix. Alors, on nous dit identitaire. Olivier dit identitaire, en disant peut-être. Le Monde nous dit c'est une ligne identitaire. Enfin, il s'appuie sur les discours de campagne de Laurent Wauquiez, qui dit quoi? Il dit qu'il y a une immigration incontrôlée, que c'est pas bien une juxtaposition de communautarisme où le salafisme a remplacé l'adoration de la République. C'est pas tellement identitaire de dire ça. Enfin, Sous Macron, le salafisme remplace le... Il dit il ne faut pas que nous allions vers une juxtaposition de communautés où le salafisme a remplacé l'adoration de la République française. Et il accuse Macron et les macroniens d'être sur cette ligne-là. Non, il n'est pas. D'après les extraits qui sont dans Le Monde, je ne crois pas. Il dit je préfère ce vieux pays et mouvement au triste village global. C'est de la rhétorique classique de la droite. Tous les candidats de droite ont dit ça toujours. C'est la rhétorique de Brézé, arrêtez. Mais qui va dire dans ce pays qui préfère le salafisme à l'adoration de la République? Qui va dire ça? Il ne dit pas que quiconque préfère le salafisme, il dit qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de quartiers, le salafisme est en train de prendre la place de la République. Tout le monde le sait. Mais il n'y a pas que la droite, il n'y a pas que la droite qui dit ça. Valls dit la même chose. Il n'y a pas que vous et lui qui préfère la République française au mais salafisme. Non, bien sûr que non. Hein? Donc il dit des banalités. Donc il n'est pas tant de droite que ça. Et quand on regarde son programme, alors son programme c'est formidable, il est pour des quotas d'immigration, la restauration des peines planchées, la suppression d'aide médicale d'État. C'est mot pour mot le programme d'Alain Juppé. Toutes les mesures de son programme, c'est celui d'Alain Juppé. Mais Alain Juppé, on dit c'est un centriste, et Wauquiez, on dit c'est un identitaire. Mais si on regarde le contenu de ces mesures, c'est la même chose. Enfin, il dit aussi des choses qui, pour quelqu'un comme moi, sont totalement scandaleuses, parce que c'est la négation même de ce que j'ai fait pendant 40 ans de ma vie, quand il explique que la caste technocratique enseigne à nos jeunes que la droite, c'est le mal. Moi, j'ai enseigné pendant. Mais vous n'êtes pas la caste technocratique, vous êtes un professeur des universités. Oui. C'est pas du tout à vous qui pense. Ah, bah si, vous n'êtes pas un technocrate, enfin. Non, mais c'est professeur n'est pas un technocrate. Qui apprennent. Vous avez tort de vous. Carole, on n'a jamais enseigné que la droite, c'est mal, ni de près ni de loin. Carole, ça vous choque ce qu'a dit Dans l'université française, on n'a jamais enseigné ça. Ah, dans l'universitaire, on va nous dire aussi. Je dis l'université française avec un grand U. On n'a jamais enseigné ça. Il y a des gens qui ont pu enseigner ça. L'université française, dans son ensemble, n'a pas jamais enseigné que la droite, c'est mal. La parole est à une spécialiste de l'éducation, Carole Barge. Oui, enfin là, il n'y a pas forcément l'université française, le rapport de l'université française à la droite, c'est assez logique. Question. C'est assez logique que Laurent Wauquiez fasse campagne sur ces thèmes-là. D'abord, c'est tout ce qui lui reste. Pardon. Hein, mais il faut quand même le préciser parce que Emmanuel Macron fait quand même sur le plan économique pas mal de réformes qu'attendait la droite. Donc il reste à Laurent Wauquiez effectivement tout un certain nombre de thèmes anti-élite, parce que c'est là-dessus qu'il fait campagne, hein, c'est anti-élite. Effectivement, ça peut lui apporter les voix des électeurs des catégories populaires, ce qu'il recherche, parce que la droite a un problème de ce côté-là, c'est clair. Donc, au fond, c'est pas très étonnant. La question... C'est quand même du populisme, excusez-moi. Bien sûr, non mais on est d'accord. Mais là, on parlait d'efficacité électorale potentielle. Bon. Après... peut-être qu'il faut qu'il fasse attention à Emmanuel Macron, Laurent Wauquiez. Alors, parce que, juste, on va en reparler. Mais juste, je vais demander quand même à Christophe Devoogd, qui est un spécialiste de rhétorique politique. C'est bien joué, on ne parle plus des constructifs quand on parle justement de ça. Non, moi je crois que finalement tout le monde est malgré tout assez d'accord. Il est assez logique sur le marché politique. Alexis Brézé et Olivier Desjardins étaient complètement d'accord. Ils sont d'accord. Il est quand même assez normal que la droite se positionne sur des valeurs de droite. Encore une fois, historiquement parlant, je suis désolé, mais l'identité nationale, le travail, les allocations familiales universelles, ce sont des valeurs que la droite... Il n'a pas relevé d'ailleurs que cette info du Figaro, que pas mal d'allocs ont pu profiter d'ailleurs à des gens qui sont partis faire le djihad. C'est une information... oui, il aurait pu aller plus loin encore. Donc, il aurait pu aller plus loin. Donc, moi, en revanche, il y a une place à prendre, puisqu'on... Qu'est-ce que prend Macron ? Macron prend quand même... Macron prend un énorme espace, hein, on est d'accord ? Macron prend un énorme espace, sauf la question identitaire sur laquelle, selon un excellent livre écrit récemment par Olivier Duhamel, il est très contradictoire. Il y a évidemment une place à prendre, il la prend, je veux dire. Eh bien justement, on va l'écouter quand il parle de Macron et on va se demander s'il n'a pas trouvé une façon de s'opposer au président de la République. C'était juste après d'ailleurs que la salle ait crié, d'après Marion Mourgue, la France aux Français. On l'écoute. La France n'est pas un territoire ouvert à tous les vents financiers et migratoires.
La France, c'est d'abord une terre. Lui qui explique qu'il n'y a pas de culture française, comme il l'a fait à Lyon, capitale des Gaules. Je ne sens pas chez lui cet amour de la France. Je ne sens pas chez lui cette empathie quand il va vers les autres. Carole Bargeon, il touche juste ou pas? Alors, c'était juste pendant la campagne, effectivement, parce que je pense que tout le monde aura remarqué que la campagne d'Emmanuel Macron, il l'a faite beaucoup quand même en s'appuyant sur un électorat plutôt à gauche. En revanche, depuis qu'il est au pouvoir, il fait plutôt une politique pour la droite. Mais c'est vrai que ce qui manquait dans la campagne de Macron, et, enfin en tout cas plus exactement ce dont il ne parlait pas, c'était effectivement de l'identité française. Il n'a pratiquement pas parlé d'immigration, etc. Et bien entendu que là, Laurent Wauquiez s'est dit il y a un créneau. Sauf qu'il aurait peut-être, Laurent Wauquiez aurait peut-être dû lire le discours sur la sécurité d'Emmanuel Macron la semaine dernière, que Manuel Valls a très bien lu, lui. Et nous, pardon de parler un peu de mon journal, mais nous publions cette semaine une interview de Manuel Valls où lui, il relève que Emmanuel Macron parle désormais, ce qui est tout à fait nouveau, de défis d'ordre civilisationnel dans la lutte contre le terrorisme. Et vous savez que ça, c'est quand même aussi, ça a fait beaucoup débat entre la droite et la gauche, de savoir si c'était, la civilisation occidentale contre une autre civilisation. Donc, Wauquiez, je pense, effectivement, essaie de s'engouffrer dans ce qui semblait être une sorte d'angle mort chez Macron. Mais il a tort. Mais attendons de voir. Alors, moi, quand je lis le livre d'Olivier Duhamel, et je vois qu'il rappelle dans ce livre que Emmanuel Macron a été stimulé par l'histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron, qui est un livre qui dénonce l'idée d'un roman national. Oui, enfin, c'est très compliqué l'utilisation qu'il fait de l'histoire dans ce livre. D'ailleurs, le livre que j'ai écrit avec Laurent Bigorgne, historien, et Alice Baudry. Écoutez, pour dire deux choses, je pense qu'il faut distinguer le fond et puis la nouvelle réalité politique objective. La nouvelle réalité politique objective, c'est que Laurent Wauquiez va enfin remplir une place vide qui est celle d'une opposition à droite à Macron. Il va cesser le tête-à-tête Macron-Mélenchon qui est un tête-à-tête réducteur et que c'est une très bonne chose pour notre démocratie. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, et vous allez voir que ça va marcher très bien, qu'il va être très très bien élu dès le premier tour et qu'ensuite il sera la figure de l'opposition au moins pendant des mois et s'il fait bien le job, ça le conduira jusqu'à la candidature à la présidentielle. S'il le fait mal, il se passera autre chose. Maintenant, sur le fond, on peut trouver d'un point de vue, alors pour le coup de citoyen, que parfois, il pousse quand même le bouchon trop loin. Parce qu'accuser le président de la République de ne pas aimer la France, c'est quand même une accusation d'une extrême... Écoutez, alors je vais caricaturer à mon tour, je vais faire du Wauquiez à l'envers. Quand j'entends « la France, c'est d'abord une terre, je ne sens pas lui cet amour de la France », j'ai l'impression d'entendre un pétiniste parler du général de Gaulle en 1941. Ah bah là, ça y est, voilà. Point Goldwyn. Non, Goldwyn, c'est Hitler. Moi, je m'arrête à Pétain. Enfin, la terre, ça veut dire quelque chose, à mon avis. Le premier, c'est lui qui fait du Goldwyn positif, excusez-moi. C'est lui qui sait ce qu'il dit quand il oppose, quand il parle de la France, c'est d'abord une terre, il sait très bien à quoi il fait référence. Il n'est pas complètement idiot et assez cultivé. Vous, ça ne vous choque pas qu'on dise que Macron n'aime pas la France? Toute l'histoire de Macron, même en campagne, même dans son rapport à l'histoire, dans sa vénération de Jeanne d'Arc, dans son hommage à Napoléon, dans son inspiration à De Gaulle, ça vous choque? Venez vers moi. Non, mais je viens vers vous. Wauquiez pratique la caricature de son adversaire pour le combattre, comme c'est le jeu en politique. Ça s'appelle de la caricature. Alors, on le dit, après on s'en indigne pas. C'est le jeu. Mais je rejoins Carole Bargeon. Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Je pense que Macron a vu ce danger-là. Il a vu ce danger-là. Il sent bien que c'est une zone de faiblesse. Son rapport aux catégories populaires, le rapport à cette population qui se sent dérangée, bousculée, malheureuse dans son identité. Il l'a vu et
il commence, dans la rhétorique en tout cas, à faire mouvement vers cette France-là. C'est vrai que son discours sur la sécurité... Pas que dans la rhétorique. Alors, pas que dans la rhétorique. on va voir. Quand il va jusqu'à vouloir rétablir, d'ailleurs, tel qu'il l'a dit au départ, contre la Convention européenne des droits de l'homme, la double peine, mais bien sûr, excusez du peu, c'est pas de la rhétorique. Sauf qu'il n'est pas allé jusqu'à dire qu'il voulait rétablir la double peine. C'était pas absolument clair. S'il avait dit « je veux rétablir la double peine », là on comprenait. Là il dit « il faut exclure, il faut expulser les gens avant même qu'ils étaient jugés », ce qui n'est pas ça la double peine. Et puis là, on les juge, on les met en prison et après on les vire. Il a dit aussi, si vous l'avez bien écouté, cher Alexis, que tout étranger en situation irrégulière ayant commis un délit doit être expulsé. Mais c'est pas ça la double peine. La double peine, c'est tout étranger en situation irrégulière qui a commis un délit est d'abord jugé et éventuellement emprisonné pour ce délit, et à l'issue de ce délit, viré. Là, c'est bizarre. Mais je suis... Non, mais il faut qu'il soit jugé. On est d'accord. Non, on est quand même d'accord. On est quand même... avant les procès. Non, mais attendez, ne faites pas semblant de me contredire. Je suis en train de dire que Macron a vu un certain nombre de choses et qu'effectivement, un des dangers... Mais c'est aussi peut-être, ça peut aussi être un des mérites de Wauquiez, c'est de mettre l'accent sur ces sujets-là, et puis après on verra bien. Soit Macron essaie, après avoir pris la moitié du programme de la droite en économie, d'en prendre l'autre moitié sur les questions de sécurité, d'identité, d'islam, etc. Mais à ce moment-là, il sera vraiment le candidat de la droite. Il n'y aura plus de place pour la gauche. C'est pas évident que Macron puisse aller jusque-là aussi. Mais je crois qu'au-delà de toutes ces péripéties et de tous ces discours, on va vers une recomposition politique. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. C'est-à-dire que Macron occupe un très vaste espace. Et en effet, je suis tout à fait d'accord avec Carole Barjon, il élargit chaque jour. C'est-à-dire, et curieusement, il élargit surtout à droite. Moi, je trouve que c'est vraiment, ça va être un cas historique, Macron. C'est-à-dire l'homme qui aura escaladé l'Everest par la face gauche et qui aura peut-être régné sur l'Everest par la droite. Ça risque d'être ce paradoxe-là, et avec quelques dindons de la farce au passage. Alors, c'est-à-dire avec les autres qui montaient par la face droite et lui qui les repoussait. Et franchement, en matière de choquer, moi je ne suis pas du tout d'accord, c'est pas pareil, je ne suis pas du tout d'accord avec le diagnostic de Wauquiez sur Macron, mais on ne va quand même pas se déclarer choqué dans le combat politique quand Macron lui-même, rappelez-vous, a très lourdement rappelé au Radour-sur-Glane pendant la campagne électorale contre le Front National, alors qu'on ne peut pas dire que Marine Le Pen soit vraiment... En tout cas, Christophe Bernard David, qui nous écrit sur Internet, et vous pouvez continuer à poster vos commentaires, donner vos questions sur la page Facebook du Figaro et sur le player du Figaro, c'est-à-dire l'écran dans lequel vous voyez cette émission. Bernard nous écrit... À propos de Wauquiez, il va peut-être nous ressortir le coup du Karcher en panne depuis 2007. 10 ans dans l'opposition, ça va être long pour Laurent Wauquiez. Donc il y a quand même le recours... 10 ans, peut-être plus. Hein. Peut-être moins. Alors Jérôme nous dit, en revanche, il essaye de faire plus Sarko que Sarko lui-même, mais c'est un jeu de dupes. Voilà. Mais qui fait Sarko? Qui se réfère... Écoutez, c'est extraordinaire en ce moment. Qui se réfère sans arrêt à Nicolas Sarkozy? C'est Emmanuel Macron. Il le cite, il l'a encore cité à Saclay hier, il l'a cité à plusieurs reprises, et toujours en bien, alors qu'il dit autre chose de son prédécesseur. Il y a quand même véritablement une opération politique, une entreprise politique, comme on disait autrefois, extraordinaire. Et en effet, la réactivité, là je crois qu'on sera tous d'accord, la réactivité et l'intelligence politique d'Emmanuel Macron est telle qu'en effet, le défi pour Laurent Wauquiez est considérable. Énorme. Après, une des questions, c'est, dans l'hypothèse où Macron ferait aussi dans ce deuxième secteur du jeu une politique de droite, aurait-il pour autant les suffrages des électeurs de droite? C'est pas évident. Oui, c'est une question. C'est-à-dire qu'on peut faire la politique de ses adversaires qui vous approuvent, et puis au moment de voter, disent non, mais on va en prendre vraiment notre camp quand même, à t'en faire, ça sera mieux. C'est un risque que Macron va devoir affronter. C'est vrai. Alors peut-être un autre risque, je ne sais pas si c'est un autre risque, mais c'est un autre thème de l'actualité aujourd'hui, puisque l'info est tombée ce matin. C'est à Plohermel, dans le Morbihan, la mairie qui a 6 mois, pas un jour de plus, pour enlever la croix qui surplombe la statue de Jean-Paul II, le seul pape à s'être rendu en Bretagne. C'était à Sainte-Anne-d'Auray en septembre 1996. Le Conseil d'État donc a sommé la commune d'enlever cette croix. Les motifs, vous allez les voir sur l'écran. Dès lors que la croix constitue un signe ou un emblème religieux au sens de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et que son installation par la commune n'entre dans aucune des exceptions ménagées par cet article, sa présence dans un emplacement public est contraire à la loi. Alexis, c'est imparable ça. Enfin, s'il faut enlever toutes les croix dans l'espace public, il va y avoir du boulot, hein, surtout en Bretagne. Il n'y a pas une route sans un calvaire. C'est quand même... Le Conseil d'État, que je ne vais pas forcément défendre,
érigées par la commune, avec l'aide de la commune. C'est pas toutes les croix en soi. Elles ont bien été érigées par Comme, quelqu'un. commencez par de bonne foi, vous qui Elles êtes un sont homme bien de dans foi. l'espace public. Non, il dit qu'on n'a pas non. le droit d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème On va revoir. religieux sur les membres publics ou sur quelque emplacement public. Bon, il y a beaucoup de croix sur l'emplacement public. Par ailleurs, alors là, vous allez peut-être voir une incongruité dans cette Attention, histoire. la loi dit il est interdit à l'avenir. Ah, alors pour le passé, c'est bon. Oui, mais là, Moi, j'ai lu l'article 28. À l'avenir. Mais par ailleurs, c'est bizarre. après, On enlève la croix, mais on laisse la motivation du Conseil d'État. on laisse Jean-Paul II. Mais c'est un tout petit peu. Alors, religieux. voilà. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi Voilà. on laisse Jean-Paul II? Moi, Parce je trouve que c'est Jean-Paul ça. II, c'est pas un Bien people. sûr. C'est là où on peut dire qu'il y a... Parce que, bon, ça paraît évident que compte tenu de la loi de séparation de l'Église et de l'État, à partir du moment là où c'est une commune, une mairie, qui a voulu ériger cette croix, oui, qu'on lui demande de l'enlever, ça paraît assez logique. Mais dans ce cas, la cohérence eût peut-être voulu que... pourquoi une statue du pape? Pourquoi est-ce qu'une mairie, qui est l'émanation effectivement des citoyens de la République... C'est un don, hein. C'est un don d'un artiste. Attention. oui, c'est un don d'un artiste, c'est vrai. Ouais, je vais c'est vous vrai. dire, Carole Barjot, je suis en désaccord avec vous et hélas, en accord avec Alexis Brézé, bien que ne bénéficiant pas d'une foi aussi intense que lui. C'est un miracle attribué à Saint Jean-Paul II. Je trouve que venir emmerder les gens sur sûr. le fait qu'il y ait une statue de Jean-Paul II ou pas, et qu'il y ait une croix ou pas, c'est non, mais moi, je suis n'importe pas quoi. pour. Jean-Paul II est un des personnages de l'histoire du monde. Jean-Paul II ne se déplaçait quasiment jamais sans sa croix. Mettre Jean-Paul II sans sa croix, c'est totalement absurde. Et que franchement, le Conseil d'État pourrait faire preuve d'un peu moins de juridisme et d'un peu plus de compréhension. Mais, à ce moment-là, si Alexis Brézé est d'accord pour une interprétation tolérante de la loi de 1905, elle doit être tolérante pour tous, y compris, par exemple, quand, pour éviter des prières de rue, on trouve des voies d'associations culturelles et autres pour aider, ou des bails amphithéotiques, ou que sais-je encore, pour aider à la construction de mosquées. Si on veut on ne peut pas être tolérant dans l'interprétation de la loi de 1905 pour les catholiques et rigide pour les musulmans, ou l'inverse. Non, mais les constructions de mosquées, dès lors que c'est légal et qu'il n'y a pas de fonds publics dans la construction de mosquées, il n'y a pas de problème. Financer un lieu de culte, jusqu'à présent, on n'a pas le droit de mettre des fonds publics. C'est d'ailleurs absolument tourné par la question des associations culturelles. C'est bien ce que je Oui, vous dis. c'est Vous totalement devriez détourné. accepter que Bah ce non, soit j'accepte tourné, pas. Non, comme pas moi du tout. j'accepte que Alors, ce soit il y a tourné deux- pour la il y a croix. deux éléments de Soyons jurisprudence. tolérants pour Non, tous. non, c'est pas une non, question non, de je sais. tolérance. Vous voulez être pour les cathos, pas pour les oui, alors, parce que je m'appuie sur C'est là notamment où vous sur êtes la moins question de la tolérant que moi. oui, sur la jurisprudence du Conseil d'État Vous l'admettez, c'est qui bien. s'appuie sur la question des traditions locales. Oui. C'est un élément constant de la c'est vrai. jurisprudence Oui. du Conseil d'État. Premièrement, et deuxièmement, de l'ordre public. Oui. Le Conseil d'État dit on ne faut pas faire des trucs qui font des troubles à l'ordre public. Est-ce que les croix sont dans la tradition de la Bretagne? J'aurais tendance à dire oui. Mais bon, est-ce que cette croix Comme vous y allez. crée un trouble à l'ordre public en Bretagne? J'aurais tendance à dire non. Voilà. Donc c'est un par pur argument juridique que je ne suis pas d'accord avec vous, cher Et Olivier. est-ce Vous que assumez dans le fait quelques d'être moins quartiers tolérant, précis Alexis s'installe une tradition de présence musulmane forte? J'aurais tendance à dire oui. Est-ce que les traditions locales doivent s'interpréter pas seulement de celles que vous vénérez du 19e siècle catholicistes, mais au fur et à mesure qu'elles peuvent se modifier et évoluer? J'aurais tendance à dire La oui. tradition, il faut laisser le temps à la tradition de s'installer. Voilà. Nous verrons bien, mais enfin, Même pour si c'est l'instant, une on ne tradition peut pas qui ne nous plaît considérer qu'édifier une mosquée sur fonds publics soit dans les traditions de ce pays. Et c'est d'ailleurs non seulement pas dans les Permettre traditions, des salles mais de ça n'est pas prière. des salles de prière, oui, dès lors qu'il y a des gens pour les financer. Évidemment, oui. Carole Non, Barjot. je tenais juste à préciser que il ne faut pas faire une fausse interprétation de ce que j'ai dit. J'ai parlé de la cohérence qui aurait éventuellement mené à. Mais je ne suis pas du tout pour qu'on fasse enlever la statue de Jean-Paul II. Le Conseil Ne reste pas ça. La statue reste. Non, mais ce qui était. Moi, je dirais. statue reste. Là aussi, le Conseil d'État, il faudrait quand même qu'il y ait un peu plus de sécurité juridique et de stabilité juridique dans ce pays. Dans cette affaire, le tribunal administratif a interdit tout le monument. Ensuite, la Cour administrative d'appel a annulé la décision du tribunal administratif. Et enfin, le Conseil d'État prend tout le monument sauf la croix. Flexible Écoutez, droit, aurait dit Carbonnier. oui, trop flexible Alors, puisqu'on droit. parle de Et Rodin, le Conseil d'État est plus vigilant que sur la taxe sur les dividendes, soit dit en passant. Il est beaucoup plus. Oui. Mais est-ce il pourrait être aussi, enfin je sais pas, mais on parle d'œuvre d'art. Il y a une œuvre d'art qui en ce moment fait couler beaucoup d'encre, qui est Oui. devant Beaubourg, Oui. qui est donc une forme masculine, qui fait subir les derniers outrages à une forme dont on dit c'est pas une femme, c'est un animal. Quand vous dites forme, ça veut dire sexe?
Oui, il prend par derrière, pas vu le mais le truc, c'est un monsieur qui prend par derrière. On a dit, mais c'est pas une dame, c'est un animal. Et donc la SPA a porté plainte. Mais c'est vrai, hein, bon. Et donc, on est dans un pays où on a le droit de mettre cette statue-là, qui est une œuvre d'art, sur un emplacement public. Sur un emplacement public. Et on dit, il faut enlever la croix au-dessus de Jean-Paul II. Pardon. Pas mal. De quand date cette croix, en fait? Eh bien, ça date d'il y a une dizaine d'années. Il me semble que c'était un don qui a été fait à la mairie de Ploërmel par un artiste polonais. Mais n'oublions jamais que le Conseil d'État le reconnaît lui-même quand il parle de sa propre approche casuistique. Par un artiste russe. Merci à Charlotte Darche qui me corrige. Et merci au Conseil d'État de nous faire perdre du temps à parler de ces trucs-là, parce que c'est quand même le sujet le plus important pour l'avenir de la France. Question subsidiaire, question de subsidiaire, Olivier, le maire de Ploërmel, lui, a réagi. La statue fait partie depuis 12 ans du paysage de Ploërmel. Ça ne dérange nullement les habitants. C'est au contraire un atout touristique indéniable pour la commune. Ça, c'est ce qu'il a déclaré à l'AFP. Et donc, c'est un atout touristique indéniable pour la commune. Le maire de Ploërmel envisage de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. C'est abusif, selon vous, Olivier? Non, pourquoi? Il a parfaitement Bien sûr, raison. au contraire. Et il va gagner. Au contraire, c'est très bien. Il faut signaler que la Fédération de la libre pensée, puisque je crois que c'est elle également qui avait demandé l'interdiction des crèches de Noël. Voilà. Mais j'ose espérer que si la Cour européenne des droits de l'homme donne tort au Conseil d'État et qu'Alexis approuve et applaudisse, eh bien la même Cour européenne, si elle donne tort à la double peine stricte et au fait que, par exemple, un étranger qui ayant commis un délit relativement pas grave en plus, vit en France depuis 15 ans, est marié en France, a des enfants qui sont nés en France et qui ont 12-13 ans, et qu'aujourd'hui on ne peut pas expulser le père, grâce à ou à cause d'eux, dirait Alexis, de la Cour européenne, il faudra à ce moment-là qu'il l'approuve aussi. Il ne peut pas approuver que quand ça l'arrange. C'est comme catholicisme. Vous anticipez une question. Évidemment. Est-ce que c'est un moyen de... Je n'approuve pas le principe de la Cour européenne. Ah oui. Après, quand elle prend des décisions que j'approuve, je dis, cette décision n'est pas trop mal. Mais vous êtes tellement opportuniste que vous devriez faire de la politique. Vous voyez, j'approuve pas la Cour européenne. C'est à suivre, mais je suis certain que la Cour européenne va donner raison à la mairie de Ploërmel. C'est un moyen de défendre les racines chrétiennes? Non, alors la Cour européenne, elle est extrêmement libérale au sens anglo-saxon du terme, mais elle va dire liberté religieuse d'abord. Vous allez voir. 2 tweets pour alimenter le débat. D'abord, ce tweet sur un cimetière américain qui montre bien toutes les croix qu'il y a sur ce cimetière. La statue de Jean-Paul II va se voir retirer sa croix. Le Conseil d'État risque d'avoir un peu de travail s'il continue à ce rythme-là. Ça, c'était pour donner raison à Alexis Brézé. Je suis respectueux de ma hiérarchie. C'est Colville, c'est un territoire américain. Non, mais même dans les cimetières... Attendez, mais on a le droit de mettre des croix dans les cimetières. Vous en avez également au Mont-Valérien. Mais c'est une enclave américaine. Je dis ça comme pour au Mont-Valérien. C'est américain. Extraterritorial. Et Olivier Ménégol qui dit également sur Twitter la justice ordonne le retrait de la croix surplombant la statue de Jean-Paul II et qui montre justement une croix de signalisation avec la question j'enlève celle-là aussi. Bon voilà, c'était pour mettre un petit peu de lien parce que là le prochain thème est un petit peu plus lourd. Je vous le promets, c'est pas une blague, même de mauvais goût. Vous allez voir l'affiche qu'on peut lire sur un camion, qu'on pouvait lire en tous les cas dans le quartier latin ces dernières heures. On va la voir dans un instant. C'est pas écrit en écriture inclusive, mais c'est « Hey, les étudiants et les étudiantes, romantique, passion et pas de prêt étudiant, sortez avec un sugar daddy ou un sugar mama ou une sugar mama. Le site s'appelle Rich Meet Beautiful, littéralement la riche rencontre la magnifique. En clair, il s'agit de mettre en relation, et je mets des guillemets, de vieux ou de vieilles riches avec des étudiants ou des étudiantes fauchés. En pleine campagne, balance ton port, qu'est-ce que ça vous inspire, Carole Barjon? Le plus grand dégoût, et on se demande même comment c'est possible. Voilà. Comment est-ce possible d'abord d'avoir cette idée-là, oui, sûrement, mais enfin c'est du proxénétisme, même pas déguisé, et voilà, et on vient se balader dans les rues, devant les facs, oui, c'est absolument de la prostitution. Enfin, je comprends même pas comment ça peut arriver aujourd'hui. Parce que, attendez, il faut quand même lire ce que dit ce site, hein. Retrouver la jeunesse grâce à la présence d'une jeune femme pétillante. Vous vous sentirez 10 ans plus jeune et revigoré avec une sugar baby ardente à vos côtés. Bon, voilà qui est clair. Hein. Il y a 2 hypothèses pour l'expliquer.
fois, les gens qui animent ce site ont l'esprit beaucoup plus déréglé que le Conseil d'État, qui l'a déjà un peu, lorsqu'il prend la décision qu'il a prise sur Plo Hermel. Soit ce sont des grands finauds qui se disent « Bon, d'accord, je vais me faire taper dessus, mais je vais avoir une pub d'enfer, tout le monde va découvrir mon site, et grâce à ça, je vais faire des affaires. » C'est ou l'un ou l'autre, et je ne peux pas vous dire laquelle des deux hypothèses. Pas exclu. Alors, juste... Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on ne le ferme pas. Enfin, il y a des lois en France qui interdisent l'incitation à la débauche, il y a des lois sur la protection des mineurs. Il y a des lois sur tout, Alexis Brisson. Bah oui, mais enfin, il n'y a qu'à les faire respecter. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas un policier qui, plutôt que mettre des PV, n'a pas arrêté Alexis, vous avez la réponse dans le Figaro étudiant. Aujourd'hui, on apprend que des plaintes ont déjà été déposées. Dès 2014, la justice alors avait classé la plainte sans suite, notamment d'une association qui lutte contre le proxénétisme, une association de magistrats qui s'appelle Équipe d'action contre le proxénétisme. Et le motif avancé, c'est ces sites ne proposent pas de la prostitution, mais de l'escorte. C'est en tout cas ce qu'explique le responsable de cette association de magistrats qui avait porté plainte. Qu'est-ce que les juges prennent dans cette émission? Après le juge administratif, le juge judiciaire. Autre chose étonnante dans cette affaire, je la soumets à votre réflexion, c'est la réponse ce matin de Marlène Schiappa à nos confrères de Sud Radio, justement, sur cette question, sur cette, entre guillemets, subtilité. On écoute. Alors, c'est pas un bus de prostitution, et c'est là qu'est la subtilité, c'est que c'est présenté comme un bus de site de rencontre entre jeunes et personnes âgées et riches, enfin personnes plus âgées et riches. Donc effectivement, c'est problématique. Ce qu'il faut qu'on regarde, c'est est-ce qu'il s'agit de rencontres consenties ou est-ce qu'il s'agit effectivement de proxénétisme et d'une forme d'incitation à la prostitution, ce qui là pourrait tomber effectivement sous le coup de la loi. Donc on est en train de regarder très précisément les aspects juridiques de ce... Carole. Je comprends pas très bien parce qu'il y a quand même l'adjectif riche. À partir du moment où il y a l'adjectif riche, on parle bien d'argent, à un moment donné. Donc je ne comprends pas bien. Non, mais Carole a raison. Riche, ardent, site qui touche sa part. Le site qui touche sa part, c'est le macro. Bah ouais. Le riche, c'est la pute. Non, le riche, c'est le client. Oh, et l'étudiante, c'est la pute. Soyons clairs. Donc c'est vraiment... La version cougar aussi. Mais... Non, mais parce que c'est des mamas aussi. So what? Non, sugar mama. Non, mais ça marche dans tous les sens. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais donc, évidemment que c'est du proxénétisme. Qu'est-ce que c'est d'autre? C'est en dire, si vous voulez vous faire de l'argent, passez par notre site, ça c'est le Macron qui va prendre sa part, et vous allez pouvoir avoir un... Il y a eu des actions en justice, mais sur la base de ça, le procureur devrait dire, vous les arrêtez, vous fermez le truc. Mais bien entendu. Quand vous voyez Marlène Schiappa qui une répond évidence. ça, elle nous avait habitués à être Ah quand oui, même un peu plus moi scrupuleux. je suis médusée qu'elle n'y aille pas plus fort. Oui. Je ne comprends pas. Merwan, vous nous avez rejoint, vous êtes au service réseaux sociaux du Figaro.fr. Alors pourquoi on parle de cette affaire? C'est que c'est très commenté, c'est très agité dans les réseaux sociaux depuis ce matin. C'est l'un des sujets les plus commentés sur Twitter. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce site est arrivé récemment en France et dans une trentaine d'autres pays. C'est un site scandinave et c'est littéralement le meilleur coup de pub qu'il ait pu avoir en fait parmi les sujets du moment. Alors moi, j'ai été voir le site internet en question derrière cette publicité et je me suis créé un profil pour voir à quoi ressemblait cet étrange site dont on parlait. Et pour ça, oui. La description est plutôt étonnante. Non, je ne me suis pas inscrit pour des fins personnelles. Figaro en plus. Avec mon adresse Figaro. D'accord, merci. Je me suis défini comme un sugar baby, donc c'est moi qui ai besoin d'argent. Et on définit les personnes sugar babies comme des personnes qui n'ont pas peur de définir exactement ce qu'ils attendent de leur partenaire. Sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Je suis allé un peu plus loin, j'ai rempli mon profil comme d'autres sites de rencontres traditionnels. Et en fait, après avoir décrit mes caractéristiques physiques, on me demande mon style de vie. Comprenez, prétention salariale, ça va de 5 000 € à peu près par mois à plus de 10 000 €. Je ne sais pas quelle école de commerce demande plus de 10 000 € par mois. Mais bon. Donc sur le site, on y trouve pas mal de jeunes. D'ailleurs, c'est la plupart des profils que j'ai pu constater. Des jeunes qui ont besoin d'argent en France ou ailleurs. Et on a déjà une pétition sur Internet qui a été lancée et qui recueille plus de 2600 signatures pour fermer ce site. Et j'ai demandé à nos internautes via le compte Twitter du Figaro étudiant ce qu'ils en pensaient. Et à notre question, ils ont été 57% à être choqués de cette publicité devant l'Université Paris-Descartes. Parmi nos internautes, on a notamment Malvu qui nous dit « Ce camion est une provocation que je considère cependant comme positive. Il attire l'opinion sur des faits terribles qui existent depuis longtemps pour arrondir les fins de mois de certains étudiants dans le besoin. » On a Jarny Coton aussi qui nous dit « Marlène Schiappa est faussement perplexe ou interrogative. Si réellement il s'agissait d'un mécénat de la part de vieux monsieur riches subventionnant de manière désintéressée de jeunes étudiantes, pourquoi ne pas passer directement à la fac ?»
Mais les tweets les plus relayés sur Twitter, hormis les articles de presse, ce sont des personnalités, des médias ou des journalistes eux-mêmes qui dénoncent le fait d'en parler. On a notamment Fabrice Pelosi qui nous dit « Bravo aux héros de Twitter qui ont dénoncé la pub, ça a fait l'ouverture du journal de la matinale de France Inter ». On a Édouard de Maréchal, journaliste au Figaro, qui dénonçait un tweet de Nicolas Poincaré qui nous dit « Europe 1 dénonce ce matin le site Sugar Daddy, qui du coup vient faire sa pub sous les fenêtres de la radio. Notre journaliste nous répond « Pub, qui du coup est gracieusement relayée par vos centres sur les réseaux sociaux. » Le tweet y répond « Et par vous du coup, on n'en finit plus. » Et enfin, deux bons journalistes. Hein, par nous en plus. Je l'assume, je veux dire. Mais on a le content manager du Figaro étudiant qui a pu repérer quelque chose d'assez dramatique, c'est que le site en question, qui s'insère tranquillement dans le cluster Google News, alors que Google News, c'est la partie de Google qui référence les articles de presse du jour. On ne pouvait pas rêver meilleure pub. Et c'est peut-être ce que l'on continue à faire en ce moment même. Alors, comment dénoncer quelque chose sans en faire la promotion indirectement ? Vous avez 4 heures. Non, pas beaucoup, parce qu'il y a un autre sujet à apporter. Non, mais il y a une troisième hypothèse. Christophe Devogue, vous qui êtes un spécialiste, quand même... Pas de la question. Pas de la question d'Europe du Nord. Non, je ne vous demanderai pas si c'est la version moderne du vieux barbon qui recherche les oies blanches, mais est-ce que ce n'est pas un stade... Une question provocatrice. Est-ce que ce n'est pas un stade ultime du libéralisme, et en particulier du libéralisme venu d'Europe du Nord, ou bien qui s'illustre là ? Alors c'est sûr que par exemple aux Pays-Bas, dans un certain nombre de ces pays, ce système est tout à fait toléré, la fameuse tolérance acceptée, en effet sous le nom d'escorte. Et puis il y a plein de choses qui peuvent éventuellement se mettre derrière. Mais j'aime pas le mot libéralisme pour cela, je parlerais plutôt de marchandisation. C'est-à-dire que un petit peu ce que disait Olivier Duhamel, c'était l'idée de richesse, c'est ce que Carole, la marchandisation des corps en l'occurrence, il s'agit bien de ça, c'est-à-dire l'échange de son corps contre une rémunération. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît beaucoup plus... le mot qui me paraît beaucoup plus approprié que le mot libéralisme, parce que le libéralisme, vous pouvez lire tout Adam Smith, vous pouvez lire tout John Rawls, vous ne trouverez jamais un encouragement à ce genre de pratique. Juste une dernière précision, on trouve en Suisse, à Genève ou bien aux Pays-Bas de la prostitution quasiment légalisée. C'est pour ça que je pose la question. Oui, mais alors là, après, on rentre dans un sujet plus vaste, parce que le point sur lequel on peut s'accorder, c'est le terme qui a été utilisé en premier par Carole Barjon, c'est proxénétisme. Ce site est un site proxénète. Voilà. Après, la prostitution libre, c'est un autre sujet et un autre débat. On ne va pas le lancer maintenant. Bon, on le relancera une prochaine fois. Merci beaucoup, Merwan. Merci. Il y a un autre débat qui est à l'étranger, c'est celui qui concerne les conditions réelles de la mort de John Kennedy. Ça fait un certain nombre d'années, sinon de décennies, que ça dure. 3100 dossiers sont donc livrés au public. En tous les cas, c'est ce qu'on attend. C'est la promesse de Donald Trump. Le président américain a demandé la déclassification des archives de la CIA sur la mort de JFK. C'est en tout cas en ces termes qu'il a présenté les choses sur Twitter il y a 5 jours. Traduction libre, en tant que président, j'autorise l'ouverture des dossiers Kennedy bloqués et classifiés. Christophe Devogue, Trump, champion de la transparence. Alors, j'ai lu tout et son contraire sur ce sujet. J'ai l'impression que, en fait, cette ouverture des dossiers était prévue de longue date, avait été annoncée il y a des années par les autorités judiciaires. Maintenant, certains disent que c'est Trump qui prend la décision. Là, j'avoue que mon ignorance est presque totale, d'autant que les dossiers en question font 100 000 pages, et je n'ai pas eu le temps de les lire juste avant l'émission. Donc, je vous confie l'excellent dossier dans le Figaro ce matin, où il y a quand même pas mal de choses. Des informations. Non, qui ne donnent pas, justement, qui ne donnent pas encore d'informations. Mais Olivier, c'est quand même bien joué de la part de Trump, quelqu'un qui est accusé d'avoir été élu sur les fake news. C'est bien joué, sauf si ce qui vient de nous être dit est vrai et qu'on apprend dans les jours qui viennent qu'il n'a rien autorisé du tout, parce que c'était autorisé de longue date. Avec Trump, il faut se méfier. Donc, en effet, s'il y avait toujours un vrai blocage, et si Trump a passé outre et a donné cette autorisation, là, tout d'un coup, lui qui aime tellement insulter les médias, insulter la presse, insulter les enquêtes, insulter tout ce qu'on veut, il apparaîtra comme, surtout dans la logique américaine et dans l'esprit américain où la transparence est absolument indispensable, le champion de la vérité. En tout cas, ça me paraît avoir une vertu pour Trump, c'est d'alimenter un des ressorts
de son action, c'est le complotisme. Enfin, on vous a caché la vérité. Donc en disant je vais vous dévoiler des choses, il entretient cet état d'esprit-là, peut-être à juste titre dans ce dossier-là, d'ailleurs je n'en sais absolument rien, mais donc déjà, en tout cas ça entre en cohérence avec la promesse implicite qu'il fait à ses électeurs de « je suis celui qui vous dit la vérité alors que les autres vous la cachent ». Et voyez, moi je vais vous la mettre sur la table. Mais s'il n'y a rien dedans... Et par ailleurs, il met la doigt aussi, peut-être potentiellement, sur les turpitudes des démocrates. Déjà, l'affaire Weinstein, c'était déjà vous voyez, ces démocrates qui donnent des leçons, regardez comment ils sont. Et là, ça va être, en tout cas, on va commencer à tournicoter dans les affaires Kennedy, et ça lui permet de se mettre à distance de tout ça. Carole, c'est une bonne façon de montrer qu'il n'est pas contre les fake news Il n'est pas contre. C'est une bonne façon de montrer de la part de Trump qu'il est contre les fake news ou pas d'en sortir avec cette idée. Non, oui, vous ne sentez pas convaincu? Ça vous inspire pas plus que non, ça? Arriver à faire dire à Carole Marjon que pas Trump tout fait à un truc fait. bien, c'est pas facile. Non. Et puis Je ne suis pas du tout sûr qu'il soit contre les fake news, donc, et je ne suis pas sûr qu'il ait envie de montrer qu'il l'est. Je crois qu'en plus, c'est un débat beaucoup plus vaste et il n'a pas non plus le monopole historique ni politique des fake news, même s'il en use plus que les autres. En tout cas, s'il peut faire la preuve aux Américains Absolument. que l'establishment leur a menti, c'est une victoire politique incroyable. Ouais. Et surtout, il a bien dit, vous avez tout à fait raison, il dit, en fait, dans cette affaire, j'agis comme Américain, voilà. il dit, as an American. Et c'est un autre. C'est-à-dire quelqu'un qui ne ment pas. Voilà. En termes d'administration et d'établissement, est-ce que ça, justement, ne l'avantage pas dans son bras de fer contre une autre institution avec laquelle il a quand même pas mal de problèmes, c'est la CIA? Alors là, on entre dans les arcanes du pouvoir. Hein, et là, vous me demandez trop. Je pense que la seule chose qui est intéressante, enfin, jusqu'à présent, d'après ce qu'on dit dans les archives Kennedy, c'est quand même, il semblerait, une articulation beaucoup plus forte qu'on ne pensait entre Oswald et les services secrets soviétiques et cubains. Alors, et ça peut être très astucieux, notamment dans un billard à 3 bandes avec la Russie, vous voyez ce que je veux dire, les démocrates, et les compromissions éventuelles du passé. Est-ce qu'on aurait laissé faire, est-ce que la CIA aurait laissé faire quelque chose qui a l'air de se... En tout cas, d'après ce que j'ai pu lire encore une fois, mais parce que les documents ont été publiés 2 heures avant notre émission, si cette piste, qui moi me paraît d'ailleurs historiquement assez solide, d'un téléguidage plus puissant qu'on ne pensait d'Oswald par les services de l'Est et de Cuba, à ce moment-là, on aurait quelque chose d'intéressant politiquement pour Trump. Alexis? J'ai rien à rajouter sur cet important sujet. Bien, je vous rappelle l'info de l'après-midi. Donc c'est l'annonce par Carles Puigdemont, la non-annonce plus exactement. Il n'y aura pas d'élection, une double non-annonce. Il n'y aura pas d'élection. Il ne convoque pas d'élection anticipée en Catalogne et il n'appelle pas à l'indépendance. C'est ce qu'il a déclaré juste avant le début de cette émission. Vous restez avec nous. Dans un instant, focus sur ce que Bruno Le Maire a appelé un scandale d'État, 10 milliards d'euros perdus avec une taxe mal fagotée. Comment en est-on arrivé là? Eh bien, Guillaume Guichard répond aux questions d'Ariane Lecoeur. À très vite sur Figaro Live.